Le 19 novembre, au sein des institutions européennes, le Sénat belge et le Parlement européen ont accueilli la 3e édition du sommet international, consacré au leadership féminin dans la consolidation de la paix. Un rassemblement majeur réunissant les femmes venues de 4 continents et d'une 50aine de nations, déterminées à porter une voix forte dans la gouvernance mondiale. Organisé par le Centre de développement géostratégique, d'études et d'analyse, cet événement ambitionne de devenir une source d'expertise incontournable pour éclairer les institutions européennes sur les conflits contemporains, leurs répercussions locales et les enjeux de sécurité dans nos sociétés. En ce jour historique, nous nous réunissons dans l'un des temples de la démocratie nationale pour affirmer une conviction devenue certitude. La paix durable ne se construit pas sans les femmes. Cette vérité n'est pas un idéal romantique, elle est une nécessité stratégique. Confirmée par 25 années de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis sa création, le European Center for Development and Geostrategic Studies and Analysis a porté ce combat dans les lieux de pouvoir, à l'échelle nationale, à l'échelle locale et à l'échelle internationale. On a organisé des événements à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, au Parlement européen, au Parlement fédéral, au siège des Nations Unies à New York et à Genève. Et donc à chaque fois, une recommandation revenait comme un écho puissant dans nos événements. Il s'agit de renforcer la participation des femmes dans la médiation internationale et la résolution des conflits. Notre monde traverse une tempête. Les conflits se multiplient. Les crises humanitaires déferlent. Les tensions géopolitiques fracturent l'ordre international. Dans ce COA, le besoin de paix n'a jamais aussi été criant. Pourtant, nous détenons la clé. Là où les femmes participent aux négociations de paix, selon les statistiques, les accords sont 35% plus susceptibles de durer au moins 15 ans. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des vies sauvées, des communautés reconstruites, des générations protégées. Comme le souligne David van Reybrouck, historien et écrivain belge, mental vrede draagt bij een sociale vrede. La paix mentale contribue à la paix sociale. Les femmes apportent cette dimension holistique à la consolidation de la paix. Elles comprennent que la sécurité ne se mesure pas seulement en armes déposées, mais en traumatisme guéri, en communauté réconciliée, en enfants qui grandissent sans peur. Mais attention, Simone de Beauvoir nous avertissait, rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffit d'une crise politique quelque part, qu'elle soit aussi économique ou religieuse, pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une acuité prophétique. Dans plusieurs régions du monde, nous assistons à un recul des droits des femmes, à leur exclusion, des processus de paix, à l'effacement de leur voix. Cette régression est inacceptable, mesdames et messieurs. Notre présence ici aujourd'hui est un acte de résistance et de construction. Au cours de cette journée exceptionnelle, nous allons écouter des témoignages puissants de femmes qui ont transformé la souffrance en action, la victimisation en leadership. On va aussi échanger sur les stratégies concrètes de médiation internationale et de diplomatie préventive, analyser les enjeux géostratégiques avec lucidité et expertise, élaborer des recommandations qui ne resteront pas lettres mortes, mais deviendront des politiques publiques. Nous avons réuni aujourd'hui plus de 190 participants, 70 participants au Sénat et 130 participants au Parlement européen, représentant 50 pays, ministres, princesses, ministres, diplomates, médiatrices, activistes, universitaires, représentants d'organisations internationales. Mesdames et messieurs, vous incarnez la puissance d'un mouvement global qui ne demande pas de permission, mais qui prend sa place. Notre parcours nous conduira du Sénat au Parlement européen, symbolisant le lien indispensable entre l'action nationale
et la coopération internationale. Ces deux institutions confèrent à nos travaux la légitimité nécessaire pour transformer nos recommandations en actions concrètes. Cette journée aboutira à 12 outils stratégiques de travail. Un livret blanc que le CDA a le grand honneur d'éditer avec notre partenaire Femmes Engagées. Ça sera notre feuille de route pour les décideurs politiques. Et la surprise, c'est une déclaration finale qui sera nommée Déclaration de Bruxelles, avec nos engagements communs et notre vision partagée. Ces documents seront nos instruments de plaidoyer auprès des institutions européennes et internationales, notamment lors de la session CSW 70 à la Commission de la condition de la femme au siège des Nations Unies, où le CDA a le grand honneur d'organiser un side event ce mois de mars. Mesdames et messieurs, nous vivons un moment charnière. Les générations futures nous ne jugeront pas sur nos intentions, mais sur nos actions, sur notre courage, sur notre détermination à transformer un système qui exclut la moitié de l'humanité des décisions qui concernent son destin. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la responsabilité de tracer la voie vers un monde où les femmes ne sont plus seulement victimes de conflits, mais architectes de la paix. Au nom de l'ECDA et de tous les partenaires et de toutes les participantes, nous exprimons notre profonde gratitude à nos distingués parrains, marraines et partenaires. Votre soutien n'est pas symbolique, c'est un acte de foi en notre vision. Vous avez investi vos ressources à participer pleinement à partager vos expériences, à tisser des liens durables. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous changerons le cours de l'histoire. Que cette journée soit à la hauteur de nos ambitions, construire un monde où chaque femme, chaque fille vit dans la dignité et contribue pleinement à l'édification de la paix. La paix n'attend pas, moi non plus. Je vous remercie pour votre attention. Face aux crises qui secouent le monde, les participantes ont réaffirmé que les femmes occupent aujourd'hui un rôle stratégique dans la prévention des conflits et la construction durable de la paix. Eh bien, j'ai grandi dans un pays qui, comme vous le savez, je l'espère, est un pays meurtri par plus de 30 ans d'agression. Et donc, j'ai grandi en subissant les aléas de la guerre. Et pour ça, me tenir aujourd'hui devant vous, en tant que sénatrice de Belgique et marraine d'un sommet mondial pour la paix, c'est un immense privilège. Vraiment, ça n'a pas de prix. D'abord, parce que ce lieu qui nous accueille, le Sénat de Belgique, excusez ma voix, je suis un peu enrouée, ces murs chargés d'histoire et empreints de solennité symbolisent à lui seul la possibilité de bâtir la paix par le dialogue, la réflexion et la responsabilité. C'est ça que nous faisons ici, au Sénat. Ensuite, et à mes yeux, c'est la plus grande richesse de ce sommet, la richesse de ce sommet réside dans la diversité géopolitique de ses intervenants. La Bulgarie, l'Ukraine, l'Arabie Saoudite. L'organisatrice nous l'a dit, vous êtes plus de 50 pays et vous venez de plus de 4 continents. C'est énorme. Il y a ici des gens d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie réunis. Cette diversité témoigne d'une volonté commune, celle de dépasser nos frontières, celle de dépasser les idéologies qui nous séparent pour construire ensemble une paix enracinée, non pas dans notre vision de la paix, mais dans les réalités du monde entier, celles de partout d'où nous venons. Enfin, ce sommet met un projecteur essentiel sur le rôle des femmes dans les processus de paix. Je souhaite remercier, je vais prendre juste 2 secondes de votre temps pour remercier Aïcha Bacha, présidente fondatrice de l'ECDA, dont la vision et la détermination ont rendu possible cette rencontre et le mariage qu'ils ont opéré avec les femmes engagées pour construire cet événement. Maya Angelou disait, à chaque fois qu'une femme se lève pour elle-même, elle se lève pour toutes les femmes. Ce sommet incarne exactement cet esprit. Dans son livre « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage », Maya Angelou décrit un oiseau blessé, entravé, mais qui continue quand même de chanter. Ce chant, le chant de l'oiseau blessé et qui est enfermé, c'est celui de la résilience. La résilience. Ce chant, c'est également celui des femmes qui, malgré les injustices, malgré les violences, malgré les inégalités, refusent de renoncer. Aujourd'hui encore, alors que notre monde est secoué par les crises, Gaza, Ukraine,
l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi le Yémen, la Somalie, le Soudan. Qui paye le tribut le plus lourd de tous ces conflits? C'est toujours la femme. Bombes, viols, insécurité permanente, chaos, des enfants qui sont kidnappés, qui sont violés, qui sont tués sous leurs yeux. Voilà ce que la femme doit subir. Et puis malgré ça, notre espoir demeure. Celui qui nous réunit ici en ce jour, cet espoir, il est façonné, il est forgé dans cette épreuve. Les voix que l'on tente de faire taire deviennent souvent fortes. Les blessures, lorsqu'on se relève, deviennent le moteur d'un engagement fort. Lorsqu'une femme se relève, en fait, elle ouvre le chemin à toutes les autres femmes. C'est pourquoi ce sommet est si important. Il fait du Sénat de Belgique, celui où j'ai l'immense privilège de travailler, un lieu où les voix du monde entier, où les voix des femmes du monde entier, où vos voix à vous peuvent influencer les décisions qui façonneront l'avenir. L'avenir dans tous nos pays, l'avenir sur toute la planète. Nous traversons une période de recomposition mondiale. On assiste à la remontée des extrêmes, les tensions ressurgissent même là où la paix semblait acquise. Combien d'accords ont été signés et puis 2 jours après, on revoit les crises redémarrer. Nos sociétés se fragmentent. Chacun et chacune, nous mesurons à quel point la réalité nous rappelle que la paix est fragile, que rien n'est jamais définitivement gagné et que l'inaction internationale peut en fait être complice de cette souffrance. Alors face à cette instabilité, un constat s'impose. Le leadership féminin n'est plus une option. Cette fois, c'est une nécessité stratégique. Les femmes possèdent cette capacité unique à tisser des liens, à renouer le dialogue, à comprendre les réalités sociales et communautaires. Leur leadership s'enracine dans l'écoute, la résilience, la recherche de solutions équilibrées. Et dans un monde fracturé, ce sont précisément ces qualités-là qui permettent de bâtir une paix durable. La paix, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La paix se construit par la rencontre, par la parole, par le courage de s'asseoir ensemble comme on fait aujourd'hui, même lorsque tout nous oppose. Par la capacité de transformer la méfiance qu'on aurait pu avoir les uns vis-à-vis des autres en connaissance et la distance en compréhension. Il est urgent d'accroître la place des femmes dans les médiations, dans les institutions internationales, dans les parlements, sur les terrains de crise et au cœur des communautés. Les femmes ne doivent plus être spectatrices de l'histoire. Elles en sont des artisanes absolument essentielles. En vous regardant aujourd'hui, chères sœurs, je vois des femmes venues des 4 coins du monde, porteuses d'expertise, de vécu, de sensibilité et de visions différentes. Mais c'est tout ça qui va faire la richesse des échanges que nous allons avoir ici et aujourd'hui. Ce sommet est une opportunité rare, celle de tisser un réseau mondial, créer des alliances, partager des stratégies et ensemble avancer vers un objectif commun, faire que la paix ne soit une réalité solide et non plus un rêve fragile. Merci pour votre présence et pour votre engagement. Merci de consacrer votre temps, votre énergie, votre enthousiasme, votre intelligence à un combat qui déterminera l'avenir de toutes nos sociétés, de tous nos enfants. Au nom du Sénat de Belgique, je formule le vœu qu'ici, aujourd'hui, au Sénat de Belgique, ce sommet mondial pour la paix soit un pas décisif vers un monde plus juste, plus solidaire et profondément enraciné dans la paix. Je vous remercie. Les travaux se sont inscrits dans le cadre de la résolution 1325 des Nations Unies, rappelant la nécessité d'une implication accrue des femmes dans les processus décisionnels en matière de paix et de sécurité. Plusieurs pays africains ont partagé leurs avancées et leurs défis. Ici, c'est un rêve collectif que je vous présente. En effet, ce ballon est assez iconique parce qu'il a été signé par de nombreux chefs d'État, bien sûr de nombreuses personnalités, figures, mais aussi de nombreux joueurs, comme Lionel Messi, ou des légendes comme Arsène Wenger, ou différents chefs d'État comme le prince Albert, Emmanuel Macron et de nombreux autres. Et comme on dit, un ballon ne changera peut-être pas le monde, mais il peut changer le destin d'un enfant. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer l'histoire. Je vous remercie de tout mon cœur. Sénateurs et sénatrices, Madame la Présidente de la Fondation ECDA, Mesdames et Messieurs les autorités belges et européennes, Mesdames et Messieurs membres de délégation des différents pays,
Mesdames et Messieurs les experts des organismes internationaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec une immense gratitude et un sens du devoir et de responsabilité que je me tiens aujourd'hui devant vous à l'occasion de cet événement d'envergure internationale qui connaît la participation d'éminentes personnalités engagées à divers titres pour la promotion du leadership féminin et la consolidation de la paix dans nos communautés. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, distingués invités, de vous rappeler que je viens de la République démocratique du Congo, précisément de la province du Congo central, terre de mes ancêtres d'où est sorti le premier président de la RDC, Feu Joseph Kasavubu, d'heureuse mémoire, dont je suis la petite fille. Cette province, avec une superficie de 53 920 km², compte 10 territoires et 2 villes administratives. Sa population est estimée à plus de 6 millions d'habitants, dont 48% d'hommes et 52% des femmes, la majeure partie des femmes du Congo central, dont des femmes rurales, avec une représentation de 70%. La province du Congo central est une province potentiellement riche. On y trouve du pétrole brut, de l'or et plusieurs autres minéraux, et aussi le plus grand barrage hydroélectrique du pays, le barrage d'Inga. Elle est dirigée par un gouvernement provincial qui compte un gouverneur, un vice-gouverneur et 10 ministres, dont je suis la seule femme membre de ce gouvernement. Mesdames et Messieurs, cette 3e édition du Sommet international sur le leadership féminin consacré au thème « Femmes, pouvoir, paix et sécurité » traduit non seulement un défi mondial, mais surtout un impératif moral à relever à tout prix. Partant de l'expérience de la République démocratique du Congo, victime d'une guerre d'agression, d'une instabilité surtout dans sa partie est, il y a de cela plus de 2 décennies, la paix est gravement menacée. Pendant que les armes crépitent, il y a des bombardements, ça et là, vous connaissez les premières victimes. Oui, ce sont des femmes. Victimes des viols, ainsi que toute forme de violence, mettant en péril la situation des enfants très vulnérables. Parfois, ils vivent des scènes horribles et des pratiques inhumaines exercées sur leurs mères. Tout cela a comme cause les richesses de la RDC. C'est ici l'occasion de saluer les initiatives de paix entreprises par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Femmes, pouvoir, paix et sécurité, ce thème doit rayonner dans les esprits de ceux qui prennent les décisions à travers le monde. L'humanité trouvera la paix véritable que si l'on associe la femme dans les organes décisionnels, à un pourcentage égal pour faire entendre sa voix. Néanmoins, il s'y est d'indiquer les avancées significatives observées en RDC avec l'avènement du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son engagement de promouvoir le leadership féminin, a nommé pour la première fois une femme première ministre en République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'exercice de mon mandat au gouvernement provincial, je suis témoin direct des défis devant nous et en même temps actrice des efforts fournis du grand changement en cours. Les actions du gouvernement provincial sont guidées par une simple conviction: chaque femme qui s'élève élève toute une nation. Dans cet élan, nous allons multiplier les actions visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes en ville et dans les milieux ruraux, lutter contre les violences basées sur le genre et valoriser la promotion de l'éducation de la jeune fille, former et sensibiliser les femmes au droit à l'égalité et surtout à mieux s'engager politiquement. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, le leadership féminin, en rapport avec notre thématique de ce jour, doit constituer une dynamique inclusive tendant à transformer
protéger, réconcilier et à bâtir pour la paix durable. Croyons donc une conviction et confiance que ce sommet ouvre la voie à l'accélération de l'accès des femmes aux sphères décisionnelles, faire de la sécurité des femmes un pilier central des politiques de paix surtout dans le monde, une solidarité universelle avec des ponts entre continents et peuples à travers des stratégies de coopération à redéfinir à l'issue de ce sommet. En tant que marraine de cette édition, je m'engage à porter haut cette vision pour atteindre l'objectif, celui de voir les femmes conquérir le pouvoir, vivre en paix et créer un climat de sécurité pour nos communautés et de l'humanité tout entière. Je remercie les organisateurs de ce sommet, la présidente de la Fondation ECDA, le docteur Aïcha Pacha, les personnalités et autorités belges, européennes, ainsi que les experts venus des organismes internationaux et tous les participants. Ce remerciement, c'est au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Congo central, Grace Kwangama Swangi Bilolo. Pour terminer, recevez les salutations chaleureuses de la population de la province du Congo central. Je vous en remercie. Ce qui nous fait défaut, c'est cette capacité essentielle à reconnaître nos émotions, à comprendre celles des autres et à réagir avec bienveillance, pas avec méfiance ou rejet. L'intelligence émotionnelle, ce n'est ni une mode ni un luxe, c'est une urgence humaine, c'est une révolution silencieuse. Nous devons cesser de considérer la sensibilité comme une faiblesse. L'empathie n'est pas un détail, c'est un pont entre les cœurs, entre les cultures, entre les générations. Et chaque jour où nous négligeons ce pouvoir, nous reculons un peu plus vers l'indifférence, vers un monde qui agonise, un monde individualiste. Mais comment parler de justice émotionnelle sans évoquer la justice sociale? Comment ignorer que dans tant de régions du monde, et notamment en Algérie, des millions de femmes vivent encore dans l'ombre des inégalités? Leurs paroles restent souvent étouffées, leurs droits fragiles, leurs ambitions limitées par des traditions qui les enferment, par des traditions qui les enterrent. Pourtant, ces femmes portent l'avenir sur leurs épaules. Vous donner un bref aperçu de la mise en œuvre de la résolution 1325 au Niger. La République du Niger a opérationnalisé l'agenda Femmes, Paix et Sécurité à travers 2 plans d'action nationaux. Le premier plan, c'est le plan 2017-2019 et le deuxième 2020-2024 qui vient d'être évalué et on est en train donc d'élaborer un troisième plan 2025 et 2026-2030. En conformité avec bien sûr les orientations de l'Union africaine et de la CEDEAO qui, dès 2010, ont élaboré et adopté des cadres régionaux de mise en œuvre de la planification JAR. Malgré un contexte sécuritaire et socio-économique extrêmement exigeant, le pays a fait de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité un pilier stratégique de stabilité et de gouvernance inclusive. Donc ce bilan de mise en œuvre s'inscrit dans un contexte régional marqué par l'instabilité croissante au Sahel, faisant de la participation et de la protection des femmes un impératif de sécurité collective. Alors parlons-en d'abord de l'engagement institutionnel et des cadres stratégiques. La première avancée majeure intervient en 2000 avec l'adoption de la loi sur le quota qui institue pour la première fois un quota de 10% pour les fonctions électives et de 15% pour les nominations, marquant ainsi la reconnaissance officielle du droit des femmes à accéder aux sphères décisionnelles. Les réformes ensuite de 2014 dont j'avais eu l'ultime opportunité de conduire alors que j'étais conseillère JAR du président de la République à l'époque, son Excellence Mohamed Issoufou, et qui m'a permis aussi de retrouver la même loi sur la table quand j'étais ministre,
Donc cette loi a rehaussé les seuils de 25% pour les postes électifs et 30% pour les nominatifs. Pourquoi j'insiste sur le quota? C'est important. Quand vous avez une résolution à mettre en œuvre dans un pays comme le nôtre, il faut que les femmes se sentent et se fassent vraiment sentir. Il faut que les femmes, à chaque fois, réclament leur place dans la mise en œuvre de ces différentes résolutions. Donnant toute leur place aux femmes, les organisations ne gagnent pas seulement en diversité, elles gagnent en énergie, en intelligence collective et en motivation durable. Ça, c'est mon résumé. Donc, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. C'est pour cette raison que la Belgique a adopté un 4e plan d'action national, Femmes, Paix et Sécurité. Un plan qui a été élaboré avec des associations féministes, activistes, des ONG et des acteurs du terrain, pour améliorer la situation des femmes et des filles dans les conflits et post-conflits. On le sait, les femmes ne sont pas assez impliquées dans le processus de paix, dans les négociations et à la reconstruction. Ce sont les femmes victimes collatérales indirectes et les filles qui sont utilisées comme des armes de guerre. Elles sont violentées, violées, séquestrées et certaines se retrouvent kidnappées dans des réseaux de prostitution forcée alors qu'on leur promettait un monde meilleur. Beaucoup d'entre elles perdent l'honneur, la dignité et l'exclusion de la communauté en cas de grossesse et face à des inégalités d'accès aux soins de santé. Ce sont des victimes collatérales. Exprimer ma profonde inquiétude face aux violations systémiques, aux régressions des droits des femmes, aux guerres et appelle les dirigeants politiques à intensifier leur action. Il est intolérable aujourd'hui de voir les droits des femmes régresser, d'être le témoin d'atrocités perpétrées lors des conflits armés et d'autres injustices et inégalités envers les femmes dans le monde et même en Belgique. Je suis également membre du conseil d'administration du lobby des femmes européens et je soutiens les déclarations du lobby adoptées sur les situations des femmes qui subissent des atrocités en temps de guerre. Nous ne pouvons rester sans voix face à ces constats et face à une diplomatie qui se prive de la voix des femmes. Ensemble, ouvrons pour un monde meilleur, pour nous, pour nos enfants, pour les futures générations. Je vous remercie. Le sommet s'est clôturé par l'adoption du livret blanc sur le leadership féminin dans la paix, acte fondateur appelant à un engagement international renforcé. Une nouvelle étape qui prépare la tenue de la 4e édition, programmée en 2026 à New York.